autre épisode de La Meute. Aujourd'hui, on parle du tissu social au Bas-Saint-Laurent. En deuxième portion d'émission, Karine Malenfant et Alissa Simons-Bélanger vont se poser la question comment et pourquoi se mobiliser. On revient avec notre segment La nouvelle qu'on a de poignée dans les dents, une chronique culturelle avec Alexandre Villeneuve-Simard et dans un instant, Sylvain Dionne et Alissa Simons-Bélanger vont se poser la question sommes-nous trop isolés? Je vous souhaite une bonne heure avec La Meute. Cet épisode de La Meute vous est présenté par Saint-Hubert. Notre mission, livrer du bonheur. Le café L'Innocent, le plus bio, le plus local, toujours plus pour notre région. Pour cet épisode de La Meute, on parle de tissu social. Et pour la première question, on va se positionner sur le fait à propos de notre isolement. Le sommes-nous réellement? Enfin, je vais reformuler plus précisément avec Sylvain Dionne. Bonjour. Bonjour. Et avec Alissa Simons-Bélanger. Bonjour. Salut. Je vais tout de suite me tourner vers toi. Cette fois-ci, Oui. je vais avoir réellement une phrase bien construite. D'accord. Est-ce qu'on est trop isolé? Sylvain. Moi, je vais te retourner la question. Qu'est-ce que l'isolement? Qu'est-ce qu'on entend par isolement, là? Parce que l'isolement, ça peut prendre différentes formes. Oui, absolument. Ça peut être un isolement physique, un isolement psychologique, un isolement philosophique, un isolement... Bon, enfin bref. On parle de quoi quand on parle d'isolement? Allons-y peut-être avec une définition un peu plus large. Est-ce qu'on est connecté avec le reste de notre société? Supposons, tiens, tu as mentionné le côté physique. As-tu l'impression qu'à Rivière-du-Loup, le lien se fait facilement avec Montréal et Québec, supposons? Le lien se fait, je pense, peut se faire relativement facilement, mais est-ce qu'on peut parler d'isolement? Moi, je ne suis pas certain qu'on peut parler d'isolement comme tel, à moins qu'on veuille parler d'isolement global des régions par rapport aux grands centres, ce qui est une chose. Donc, si on veut aborder ça, oui. À Rivière-du-Loup, tant qu'à ça, comme dans toutes les régions du Québec, on va se retrouver isolé par rapport à certaines politiques, certaines orientations, certains desiderata des grands centres qui ne considèrent pas les régions très souvent, sinon la plupart du temps, comme des acteurs importants de l'évolution collective québécoise. Hors Montréal, hors Québec, point de salut. Oui, à ce compte-là, on peut peut-être se considérer isolé. Maintenant, encore là, l'isolement, ça peut prendre une dimension plus micro, non seulement macro. Moi, je pense qu'on n'est pas si isolé que ça, honnêtement. On est proche, si on le veut bien, on est proche de tout. On a des éléments qui parlent, évidemment, on pourrait parler d'Internet, médias sociaux tout de suite, mais l'isolement réfère à tellement de données qu'on ne peut pas circonscrire ça à un seul élément. C'est très vaste comme notion, l'isolement. Mais est-ce qu'on peut parler plus d'individualisation, tu sais? Parce que comme si justement on parle de psychologiquement au niveau de est-ce qu'on se retire constamment par rapport à notre réalité, à notre famille, à notre entourage, ou est-ce que justement est-ce qu'on est vraiment relié en tant que tissu social? Est-ce que beaucoup de monde participe à une certaine implication sociale? Est-ce qu'ils sont tout le temps conscients de les différentes réalités de chacun d'entre autres, que dans une société, tu as différentes classes au niveau de comme, est-ce que la classe moyenne est au courant de qu'est-ce que la classe pauvre est en train de vivre, etc. Tu sais, est-ce qu'il y a vraiment une ouverture, dans le fond, aux autres? Ça, c'est un aspect que je trouve drôlement intéressant parce qu'on ramène la notion d'isolement à une dimension beaucoup plus humaine, beaucoup plus proche de ce qu'on est. Est-ce qu'à ce moment-là, on est isolé? Peut-être, oui. Oui, parce qu'on a tendance parfois à regarder ce qui se passe dans notre environnement immédiat, à se refermer sur notre environnement immédiat et à occulter ce qui se passe à l'extérieur, ce qui touche d'autres personnes. Donc, le terme individualisation, moi, j'aime bien dans un contexte comme celui-là. Parce que les gens ont tendance, oui, à se regarder maintenant davantage, plutôt qu'à s'ouvrir, je pense, je suis d'accord avec toi là-dessus, qu'à s'ouvrir à un ensemble de choses. Mais encore là, il ne faut pas verser dans la généralisation. Non, c'est ça. Parce que si on regarde des événements organisés dans la région, si on regarde certaines causes dans la région, les gens y participent. Les gens sont très proches, les gens se sentent concernés, se sentent impliqués. Donc, on ne peut pas dire qu'on est constamment isolé. On y va souvent selon ses propres intérêts. Exact. Mais est-ce que
est-ce que la question, justement, ou est-ce que Mathieu, dans le fond, tu as envie de rester dans la question de comme, est-ce que c'est le territoire, est-ce que c'est le Bas-Saint-Laurent, parce que de la manière qu'on est dispersé, de la manière qu'on a beaucoup d'espace qui fait en sorte qu'on est plus isolé, ou est-ce qu'on reste encore sur le sujet de comme une individualisation? Ben, vois-tu, moi, je la voyais un peu plus vaste, cette question-là. Parce qu'on a souvent le discours, et moi j'ai eu la chance de vivre en Saskatchewan, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Nouvelle-Zélande, où à chaque fois, on est frustré d'être ignoré par quelqu'un de plus grand que nous. Quand j'étais en Nouvelle-Zélande, c'était l'Australie. Au Canada, on blâme les Américains. Au Québec, on blâme le Canada. Et au Nouveau-Brunswick, on blâme le Québec en tant que francophone. Donc, est-ce qu'on est réellement capable de voir plus loin que notre réalité? Est-ce qu'on est capable de briser cette frontière-là et de voir plus loin que, bon, vois-tu, il se passe ceci chez nous, c'est important, le monde devrait en parler, et là, on est frustré de voir que quelqu'un d'autre n'en parle pas. C'est pas nouveau, ça, Mathieu. Non, je ne dis pas que c'est pas nouveau. Et on peut remonter à quelques siècles en avant, là, en arrière, c'est en avant. En arrière, là, il fallait se promener loin. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui se vit dans l'humanité depuis des siècles, sinon des millénaires. Alors, si on veut parler d'isolement sous cet angle-là, ben écoute, on prend 4 heures. On essaie de faire le tour. On essaie de faire le tour. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, je trouve que c'est aller trop loin que d'amener l'isolement à cet égard-là. Quand je disais, bon, est-ce qu'on est isolé? La télévision, bon, OK, je vais essayer de me ramasser un petit peu. La télévision a ouvert des yeux, des portes, des canaux, nous a permis d'aller plus loin, de découvrir ce qui se passait à l'extérieur de notre quotidien, de notre famille, de notre communauté. Donc, la télé, ça a été un médium qui a permis cette ouverture-là. Internet, pardon? Oui, avec un gros bémol du fait qu'aujourd'hui, ça sert plutôt à nous contrôler, à nous faire consommer. Avec la moitié de ce qu'on voit, c'est des publicités. Fait qu'il y avait peut-être un moment donné où est-ce que ça a créé cette ouverture-là, mais où est-ce qu'aujourd'hui, ça nous abrutit, en grande partie. Ou au moins, c'est très contrôlé. Quelles sont les informations qu'on a accès sont énormément contrôlées. Mais encore là, c'est pas nouveau. À l'époque où tu avais Duplessis qui était au pouvoir au Québec, l'information était extrêmement contrôlée avec les médias de l'époque. Oui. Donc, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. Et moi, on parlait d'individualisation tout à l'heure. Moi, je vais ramener ça à l'individu en disant, bien, regarde, l'individu, il n'en reste qu'à lui de décider de s'isoler ou non, de s'abrutir ou non. Donc, parce qu'on peut être isolé dans le même salon 2 personnes. Hein? Oui. C'est ça. Bon, ton conjoint, ta conjointe, ben, il y a ses émissions, il y a son hockey. Ta conjointe a ses émissions. Regarde ses émissions. C'est le fun qu'on soit ensemble. Oui, on est assis à un côté de l'autre. C'est la TV, là. Oui. Bon, OK. Ça nous captive. Oui, bien, il ne faut pas parler, de un. Fait qu'à un moment donné, tu finis par te dire, ben OK, on est 2, mais on est tout seul. Bélanger, d'ailleurs, a écrit une superbe chanson, 6 milliards de solitude, toutes seules ensemble. Bon, ben, c'est un peu ça qu'on vit. On peut, dans n'importe quelle circonstance, se retrouver isolé. La TV a permis une ouverture sur le monde, mais oui, je suis d'accord, a contribué à un certain isolement. Comme Internet. Oui. Parce qu'on confond souvent Internet et médias sociaux. Internet, c'est une ouverture monumentale sur le monde pour quiconque veut explorer. Ma mère a 80 ans. Pour elle, ça a été une découverte. Elle peut voyager, elle s'informe, elle se tient au courant. Ce qu'elle ne pouvait pas voir, considérer avant, bien, elle est capable d'aller explorer tout ça. Les médias sociaux l'ont aidé à se rapprocher de membres de sa famille qui sont dispersés à travers le Québec. Est-ce qu'elle s'isole? Au contraire, je pense que ça l'a ouvert à une autre réalité et qu'elle est moins isolée aujourd'hui qu'elle aurait pu l'être dans une autre époque. Oui, mais ça, c'est un très bon exemple. Mais si on reste dans le domaine, justement, des médias sociaux, il n'y a pas cet exemple-là de dire que c'est
un type de contact ou c'est un lien qui est éphémère ou qui est peut-être moins de moins bonne qualité qu'il l'était auparavant lorsqu'on avait une vie qui était plus active dans le village? Mais je pense que ça dépend de l'utilisation que tu y fais. Tu sais, si justement ça permet à des gens de rester en contact avec des membres de la famille qui habitent maintenant partout dans le globe, si ça permet justement d'alimenter des relations, bien de là, c'est une bonne chose. C'est que oui, la majorité des gens s'en servent de manière abusive, tu sais. Tout leur monde tourne autour des médias sociaux, tu sais. Puis comme le fait d'avoir un téléphone qui permet de toujours y avoir accès, au lieu de se dire, bon, ben j'ai un ordinateur chez moi, ou comme j'y vais une fois de temps en temps contacter telle ou telle personne, c'est que c'est le fait de l'avoir toujours à proximité, je pense, qui est un problème en soi. Puis sinon aussi, je suis d'accord que comme c'est vraiment au niveau de l'individu que c'est un choix de s'isoler ou pas, puis que c'est pas tant un rapport par rapport à notre territoire au Bas-Saint-Laurent, mais vraiment de se rendre compte que quand on n'est pas isolé, quand on se sent dans un ensemble, dans une collectivité, tu réalises aussi que cette collectivité-là, elle est partout dans le monde, tu sais. Puis c'est d'être conscient aussi que, comme, bien, toutes les choses qu'on profite, toute cette technologie-là, tous ces avantages-là qu'on a, nous, en tant qu'Occidentaux, qui sont un luxe, tu sais, qui sont un luxe comparé à bien d'autres mondes sur la planète, viennent du fait qu'on a opprimé les peuples, qu'on a colonisé l'Amérique du Nord, tu sais. Il y a comme un contexte global dans lequel le plus que tu deviens conscient de toutes les problématiques sur la planète, le moins que tu te sens isolé parce que justement, tu es en train de faire des liens avec toutes sortes de personnes, tu es en train d'avoir de l'empathie pour toutes sortes de personnes partout sur la planète, puis que tu te rends compte que même toi et tes difficultés et tes souffrances, bien, tu n'es pas le seul à les partager ou tu n'es pas la seule à les partager. Ce que tu soulèves, Alissa, c'est intéressant parce que c'est la notion de communauté. Oui, c'est ça. C'est une communauté qui vient de s'élargir. OK? Parce qu'on peut se retrouver, si on parle géographiquement, si on parle de l'Est du Québec, on va en parler d'isolement, avec les transports en commun. Hein? Bon, le train qui est de moins en moins présent, pour ne pas dire absent carrément en Gaspésie, l'autobus qui est de moins en moins présent, pour ne pas dire carrément absent dans certains secteurs, c'en est un facteur d'isolement très, très concret, ça, très important, qui peut même nuire à la notion de communication, à la notion de communauté. Le fait de ne pas avoir accès à Internet dans certains secteurs, le fait que le cellulaire n'entre pas dans certaines communautés, à une époque où ça semble... Non, ça semble pas. C'est un besoin, carrément, là, pour maintenir des liens d'urgence, des liens à titre personnel, des liens commerciaux, des liens industriels. Ça, je pense que ça représente collectivement des facteurs d'isolement. Mais est-ce qu'on est vraiment, nous, isolés par rapport au reste du monde, au reste de la province? Au contraire, je pense qu'Internet nous permet d'ouvrir le champ. Maintenant, ça réfère à ce que tu disais, ça dépend toujours de l'utilisation qu'on en fait. Des abus, il y en aura toujours à ce chapitre-là. Des utilisations extrêmes. La télé est un bon exemple aussi, peut être considérée comme un bon exemple. Si on en fait une utilisation extrême, on s'isole. C'est un choix. Mais si on parle de communauté, c'est pas juste à travers l'Internet, ni ces réseaux-là qui restent quand même, il y a une certaine superficialité à ces réseaux-là, mais vraiment d'entretenir une communauté. Parce que on a de la misère à être ensemble, tu sais, en général. Tu sais, on a de la misère à avoir des rapports qui sont non oppressifs, tu sais, comme des gens qui parlent plus fort que d'autres, des personnes qui s'écoutent pas, qui sont pas à l'attention des gens. Puis je pense que c'est ça qui fait peur au monde, c'est de se retrouver en groupe, en communauté, réellement ensemble, puis que c'est un apprentissage, je pense qu'on a besoin de constamment nourrir, tu sais. Pourquoi est-ce qu'il y a des rapports aussi malsains dans les écoles secondaires alors que parce que tu as plein de jeunes qui se retrouvent ensemble? Comment est-ce qu'on peut, dans l'éducation, apprendre à comme mieux interagir entre nous, briser l'intimidation, briser comme toutes ces patterns-là en tant qu'humains qu'on rentre dedans, qui fait qu'on a de la misère à être en communauté. Puis je pense que c'est de là qu'on a à travailler, justement, que oui, en effet, s'il y a de l'isolement, puis que oui, en effet, c'est un choix individuel, mais pour certaines personnes, c'est très difficile de ne pas faire ce choix individuel-là parce que c'est difficile d'être avec les gens en général. Donc, c'est pas nouveau par rapport à ce qu'on a déjà vécu. C'est la même chose lorsqu'on parle d'utilisation des technologies à ce chapitre-là. Moi, je dis souvent que les gens qui vont se sentir isolés,
par rapport dans les médias sociaux sont des gens qui, de toute façon, se sentent isolés dans la vraie vie. Ils se servent de ce canal-là pour se donner une présence, se donner une importance, se révéler. Mais tu as tout à fait raison que, quelque part, ça part de soi-même. Et encore là, ce qu'on démontre, c'est que cet isolement-là, ce n'est pas une notion nouvelle due à un ou deux facteurs. La différence, cependant, c'est qu'à notre époque, maintenant, on a les outils pour briser cet isolement-là. Oui, on peut dire qu'il y a probablement quelques profils types psychologiques de personnes qui préfèrent se replier sur elles-mêmes, mais là, la différence, contrairement à 1917, où il fallait que je monte à cheval ou dans une Ford numéro 5 pour me rendre à Matane, là, maintenant, je peux appeler mon ami au téléphone, je peux chatter avec lui. Moi, ce que je soulève comme question, c'est à quel point, quand on parle de création de communauté, les personnes que j'ai rencontrées qui sont les plus intéressées à cultiver ces liens-là de manière internationale, à distance, c'est des personnes qui ont déjà cet appétit-là. Oui. Donc, pour ceux qui n'ont pas cet appétit-là, comment est-ce qu'on le cultive? Comment est-ce qu'on réussit à le créer? Je pense que c'est en tendant la main, tu sais. C'est être conscient de comme il y a beaucoup de personnes qui vivent cet isolement justement par le fait que il y a plein de facteurs différents qui sont créés beaucoup par la société en tant que telle, qui est imposée par la société en tant que telle. Puis c'est pour ça que, comme, une fois que toi, tu sors de ton isolement puis tu es conscient de toutes les schèmes que la société impose, bien, tu peux aider d'autres personnes à se sortir de ces schèmes-là, mais en leur faisant, comme en tendant la main, mais aussi en apportant une aide puis une compréhension de pourquoi est-ce qu'ils sont pris dans ce schème-là aussi, tu sais. De dire que, comme, peut-être comme d'arrêter d'écouter la télé puis de commencer à faire plus de sorties à l'extérieur ou tu sais comme parce que autant que oui, à l'époque le monde il voyageait à cheval là, mettons, tu sais, mais il se voyait plus ou il prenait plus le temps d'être ensemble parce que justement il n'y avait pas mille et une distractions, mille et une stimulations qui venaient de Il n'y avait pas de substitut non plus. C'est ça, puis je pense que comme c'est de travailler des rapports humains, tu sais, puis de rester humain entre nous, puis que comme c'est sûr qu'on ne peut pas sortir tout le monde de leur isolement, mais si on rencontre quelqu'un qui se sent isolé, bien, la meilleure chose, c'est d'être chaleureux, d'être ouvert, puis de tendre la main tout simplement, tu sais, parce que c'est ça qui manque en ce moment. C'est ce sentiment d'humanité. Et c'est dans la mesure où la personne veut se sortir aussi de son isolement, parce que ça, il faut le prendre en considération. C'est-à-dire qu'on a tous les moyens, oui, mais à quelque part... Tu penses pas qu'on a la responsabilité? Comme Alissa dit, des fois dire... On a une part de responsabilité d'intervenir auprès des autres, mais à quelque part, si tu te sens isolé un soir, oui, je peux t'approcher et te dire, regarde, Mathieu, ça peut être le fun qu'on regarde autre chose, mais si tu n'as pas envie, là, si tu as envie de rester seul, là, tu vas le faire, puis tu vas m'envoyer promener. Oui. Gentiment, mais on ne s'impose pas aux autres. Moi, je pense qu'il y a une question d'éducation. Tu disais, est-ce qu'on a les moyens? Je pense que oui, mais tout ça passe par une certaine éducation. Oui. En la société, une éducation à la communauté, si on veut prévenir l'isolement. Puis, dans les meilleurs exemples que j'ai entendu parler, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent autour de la nourriture. La nourriture, c'est quelque chose qui rassemble énormément les gens. C'est communal. Oui, c'est ça. Fait que les cuisines collectives, des repas distribués, c'est vraiment, je pense, comme c'est une des initiatives que je vois qui souvent a tendance à rapprocher les gens puis d'aller chercher ceux qui sont souvent les moins comme propices à y aller. Tu sais, c'est, mettons, tu ouvres une activité d'art ou de couture ou whatever, tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui vont être réticents, mais la nourriture, c'est quelque chose d'emblée qui rassemble les gens. Tu sais. Fait que je pense que déjà là, c'est peut-être une piste de solution comme plus concrète que de se dire « Ah oui, il faut s'aider, puis il faut tendre les mains. » Bien, je regardais si c'était pas trop roulante. Oui. OK? Bon, je vais revenir à ma mère. Ma mère est bénévole à 80 ans pour la popote roulante. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais, Batèche, il y a des gens qu'elle va rencontrer chez qui elle va porter la bouffe. Oui. C'est leur seule rencontre de la semaine. Oui, la seule rencontre du 2 semaines. Donc, son rôle, puis tu parlais de bouffe, c'est drôle parce que c'est justement ça. Les gens autour de la bouffe vont discuter. Elle joue un rôle pour contrer l'isolement de ces gens-là. Oui. Mais il faut qu'ils manifestent une ouverture. Oui. Et ça demande une grande ouverture. Oui.
Et voilà. Ça Tout semblait, passe là, par la bouffe. Je finalement. sentais Un que- grand potluck communal québécois. Samedi prochain, le Québec au complet est invité. On va régler nos problèmes. C'est ce qu'on appellera vraiment la grande tablée. C'est vrai. Alors, ben voilà, comme quoi des solutions, parfois, il y en a. Et sinon, vous pouvez aussi créer une émission de télévision communautaire axée sur la discussion et sur l'échange. Ça vous permettra peut-être de briser un peu l'isolement. Dans un instant, on a le segment La Nouvelle qu'on a de Pogné dans les dents. Cet épisode de La Meute vous est présenté par Saint-Hubert. Notre mission, livrer du bonheur. Le café L'Innocent. Le plus bio, le plus local, toujours plus pour notre région. Comme pour chaque épisode de La Meute, on a un segment qui s'appelle La Nouvelle qu'on a de Pogné dans les dents. Un sujet qui mérite plus d'attention médiatique qu'elle a reçu ou qu'il a reçu, ou bien une autre attention médiatique. Et pour ce segment, on est rejoint par Karine Malenfant. Bonjour. Salut. Et Sylvain, qui est toujours là, au grand plaisir de tous les Toujours spectateurs. là, encore là, ça n'est pas du tout. Oh non, il est encore là. Ben, pour me rattraper, je vais te lancer tout de suite la balle. Quel sujet as-tu choisi pour le segment? Écoute, moi, je suis resté vraiment dans le thème des dindans. OK. OK? Donc, c'est une nouvelle poignée dindans. Puis en même temps, je reste dans l'isolement. Bon. Premier segment. Parce que souvent, on a tendance à oublier ce qui se passe dans les régions et à ne pas en parler beaucoup. J'ai vu passer un petit article en fin de semaine qui m'a beaucoup intéressé puis qui me démontre qu'à quelque part, on n'est peut-être pas si isolé que ça. Je vends mon point de vue. Du chocolat gaspésien classé parmi les meilleurs au monde. Puis le plus drôle là-dedans, c'est le torréfacteur et chocolatier Danny Marquis, OK. qui est propriétaire de la brûlerie du Quai, à Carleton-sur-Mer, qui a reçu une reconnaissance internationale pour une de ses gammes de chocolat qu'il fabrique de façon artisanale. Wow. Et ce qu'il nous dit, le monsieur, en plus, j'ai trouvé ça drôle, il n'a pas envoyé son meilleur chocolat parce qu'il se disait, bon, je sais pas si ça vaut la peine. Fait qu'il a envoyé un chocolat de base, un de ses chocolats de base, qui a gagné un prix, un 5e prix. Et c'est pas n'importe quoi, là, c'est vraiment, on l'appelle la Bible, et excusez mon accent anglophone, mais la publication Chocolate, The Reference Standard, The Chocolate Tester 2015. Alors ça, c'est publié et ça regroupe l'essentiel des meilleurs chocolats vendus à travers le monde. C'est classé 5e sur 16 entreprises canadiennes Voyons donc. qui sont inscrites dans ce répertoire-là. Mais Mathieu part immédiatement Ben, vers on va y aller. Carleton. Voilà! Mais on s'entend que là où moi je me pose la question, c'est que son meilleur, là, son Ouais, c'est- top du top, Ben, c'est quoi? c'est ce qu'il dit lui aussi. Écoutez, il écrit, je vais citer, les produits de Danny Marquis ont été cotés 4 cabosses. Bon, on sait que la cabosse, c'est le Oui, c'est pas la tête, là, Non, dans ce c'est cas-ci, ça, c'est... OK. Ouais, OK. Sur une possibilité de 6 qui vient, la tablette Mochaccino, entre autres, a récolté une note de 83. Une erreur technique, il rajoute dans de l'huile de cacao, pas de l'huile, oui, de l'huile de cacao, ou c'est bien ça, il faut pas pas de l'huile de palme, ça c'est certain. Alors, il ajoute pour assouplir cette huile-là de cacao qu'il produit lui-même. Alors, après un an de travail, parce que ça fait seulement un an que ça existe, il se retrouve parmi les meilleurs au monde et il est d'autant plus surpris qu'il n'avait pas envoyé son meilleur chocolat. On a envoyé uniquement la gamme de notre chocolat de base. La fève Ouganda, par exemple, n'est pas très aromatique, elle est très sèche. On a dû y ajouter du beurre, pas de l'huile, mais du beurre de cacao, ce qui fait qu'on a perdu des points techniques pour cette variété. Sa citation que j'ai trouvée savoureuse, on ne connaissait pas vraiment la portée de cette évaluation, on a donc envoyé les premières tablettes du beurre. C'est écrit là. L'année prochaine, on va envoyer nos meilleurs. Mais écoutez, quand même, on peut bien rire, je trouve ça un peu anecdotique. Mais ça démontre qu'on n'est peut-être pas si isolé que ça parce qu'on a accès à des marchés. Et c'est du chocolat gaspésien qui est maintenant coté parmi les meilleurs au monde. Et on parlait tout à l'heure, dans le premier segment, d'isolement encore là, je prends l'entreprise Atelier Unicar, Sébastien Toussaint, à l'île verte, qui vend en Australie, qui vend aux États-Unis, qui vend en Europe, qui vend un peu partout, qui vend en Europe de l'Est, de l'Ouest, c'est-à-dire, c'est ça, de l'Ouest. Et puis, écoutez, c'est uniquement par le biais d'Internet qu'il le fait. Est-ce qu'on peut parler d'isolement? Il vend dans la région, oui. Mais son produit, son entreprise se développe actuellement parce que, justement, il s'est ouvert au monde à travers tout ça. Est-ce qu'on est vraiment si isolé? Je ne sais pas. Moi, je pense que non. Et la preuve, c'est qu'on a de nos produits d'ici, qu'on ne soupçonne pas, qui se retrouvent maintenant à travers le monde, qui sont considérés parmi les meilleurs au monde. Alors, je vous invite à goûter le chocolat gaspésien. Moi, j'ai bien hâte d'avoir la note qu'il va obtenir l'an prochain parce qu'il a bien l'intention d'y participer avec son meilleur
chocolat. Un road trip Un road trip. s'organisera Ouais. après Donc, l'émission. Vraiment pogné d'un dent, là, ça colle. Quand même. De ton côté, Karine, tu m'as proposé, ou tu nous proposes une chronique People. Oui. Que je prononce comme ça, People. People. Qu'est-ce qu'il y a dans ta C'est- chronique People? Écoute, j'ai envie de parler de ça. C'est pas parce qu'on parle pas de lui dans les dernières semaines dans les médias, mais là, j'ai envie d'en parler d'une autre façon. Puis ça, OK. c'est peut-être mon passé. Ma mère a eu un dépanneur, moi, et j'ai lu toutes les... tu sais, la semaine, le 7 jours, le lundi, l'info dimanche. Pas La grande littérature, le- finalement. L'éco-vedette. 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 Bon, Bon. moi aussi, j'ai connu les Alors, classiques. j'ai envie de parler de Justin et de Sophie, mais en tant que people. OK, en tant que people. Imagine, là, en ce moment, ils font le front page de Paris Match. Y a-tu plus people que ça dans la vie? C'est difficile. C'est difficile. Top 5 Les facile. Américains ont eu John et Jackie. Les Français ont eu Nicolas et Carla. C'est vrai. Maintenant, nous avons Justin et Sophie. Écoute, moi, ça me rafraîchit, sérieusement. Ça te rafraîchit? Ça me rafraîchit de voir mon premier ministre, écoute, danser dans un couloir d'hôtel Ah avec oui. sa femme avant d'aller faire un discours. On avait Oui, besoin de c'est ça. certain. Ben, On là, avait écoutez, besoin de ça. Écoute, ça fait changement de la face de l'autre qui a l'air d'avoir un casque de bloc Lego sur la tête. Là, je suis vraiment en train de me demander, es-tu terriblement sérieuse ou tu joues le sarcasme Mais c'est parce avec qu'il- une précision? Il là? suit l'exemple de son père qui a dansé derrière la reine quand même. T'sais, C'est vrai. voilà. T'as raison. Bon. Écoute, OK. Chambre de commerce, Oui. nous, on est régi par une charte canadienne. C'est la loi fédérale des chambres de commerce. Et depuis le 19 octobre dernier, j'ai la photo de mon premier ministre dans ma salle de bain, au bureau. Au bureau, OK, ça me rassure. Pas chez moi, OK. au bureau, Bon, quand même. d'accord. J'ai la face de mon président, de mon conseil d'administration partout Oui. sur mes murs de bureau. Là, maintenant, j'ai mon premier ministre aussi dans mon bureau. OK, ben, oui. J'ai hâte de voir... C'est très sérieux. J'ai hâte de voir à moyen terme, au niveau de la politique internationale. Oui. Je veux dire, moi, là, Michelle Obama a bien plus envie de parler avec Sophie que de parler avec la femme de l'autre, que je me rappelle C'est même pas fort c'est quoi probable. son nom de famille, son prénom. C'était quoi le nom de la femme de Stephen Harper? Madame Harper, c'était pas Madame son Laurie, prénom? c'est ça son Je nom? pense que ça va trop bien. Écoute, gars, on le sait même pas. C'est vrai. J'admets Justin, mon Sophie, ignorance, on les ça me appelle revient déjà pas. Bon. Justin et Sophie. Écoute, moi, ça me fait du bien. Voilà. Voilà, j'avais envie de... OK. Est-ce que tu penses t'inscrire à des cours de yoga avec Sophie bientôt? Non, Non? non, le yoga, non, ça me stresse Non. un peu. Par contre, j'ai hâte de voir, tu sais, quand même, là, son alter ego, là, tu sais, ce qu'on peut dire américain, c'est Michelle Obama. Tu sais, on espère que Sophie... Oui, mais ça ne durera pas longtemps, là, de la j'espère convergence. Il y en a un qui ouais, part en 2016. Oui, effectivement, mais j'espère que Sophie fera preuve d'autant d'intelligence que Michel. Ah, Quand ça, même. on l'espère. Hein, on le souhaite. OK. Bon, ben tout de même, suite à cette... et la tienne? Moi, je vais essayer de revenir dans une autre direction, peut-être un peu moins people. Mais je vais quand même parler d'isolement cette fois-ci, parce qu'il y a un nouveau projet qui voit le jour au Kamouraska dans 2 semaines. C'est un scoop de la meute, je vous l'apprends. Bon. Là, bon. Un nouveau projet Mais ce qui... sera plus un scoop quand Non, l'émission c'est va ça. être diffusée. Ben, en fait, presque, mais quand même. Ah, OK. C'est, Bon. c'est proche. Là où ça devient intéressant, c'est que dans 6 villes au Québec, il y a un projet qui s'appelle Voisins solidaires qui a été mis de l'avant pour créer des milieux de vie qui sont plus sécuritaires, qui sont plus solidaires, qui sont plus chaleureux, où il y a de la coopération entre les voisins. Et une nouvelle version du projet arrive au Kamouraska à la fin du mois de novembre. Ça va s'appeler Voisins solidaires du Kamouraska. Et ça va être une manière de revigorer, une fois de plus, des communautés qui déjà se tiennent les coudes, mais là, ils vont se les tenir encore plus. Je Mais me c'est, tiens les coudes. Je me tiens les Pas de coudes. problème. En fait, moi, il faudrait que je prenne ton coude. Kamouraska, la MRC, Kamouraska, le village. En fait, ça va être partout dans la MRC du Kamouraska. Ça va commencer, entre autres, à Saint-Bruno, mais chacune des municipalités, de la majorité, ont déjà levé la main pour dire « Oui, nous sommes intéressés à endosser, à supporter ce projet-là ». Donc, au cours des prochains mois, on verra davantage de petites affichettes bleutées avec les mots « Voisins solitaires du Qui Kamouraska pilote ce projet-là? Ça Hey, vient d'où? Ben, en fait, je devrais réserver ça pour la conférence de presse. Ah! Mais quand même, vous gardez un œil ouvert, ça vaut la peine. Un beau projet. Vous pourrez vous inscrire si vous êtes résident du Kamouraska. Là, je parle aux 2 caméras en même temps. Bon. Et sur ce, ça Un complète œil notre... sur chaque caméra. Un œil sur chaque caméra. Sur ce, c'est déjà Ça, c'est la pas fin. chic dans un magazine People.
Si jamais la meute se ramasse dans un magasin People, on en parlera. D'ici là, c'est la fin de notre segment, la nouvelle qu'on a de Pogné dans les dents. Tout de suite après, comment et pourquoi se mobiliser avec Karine Malenfant et Alissa Simons-Bélanger. Cet épisode de La Meute vous est présenté par Saint-Hubert. Notre mission, livrer du bonheur. Le café L'Innocent, le plus bio, le plus local, toujours plus pour notre région. Pour notre deuxième sujet de discussion, on parle de pourquoi et comment se mobiliser, spécialement en région. Et on est rejoint une fois de plus par Alissa Simons-Bélanger. Bonjour. Salut. Et Karine Malenfant. Bonjour. Allô. Alors, je vais tout de suite me tourner vers toi. Si je te pose la question bien simple, toi qui as quand même une vie politique active, disons-le comme ça, cependant, en fonction de la définition de politique. Pourquoi se mobiliser en région, selon toi? Pour quelque chose qui nous tient à cœur. Tout simplement une cause, en fond, qui vient nous chercher, parce qu'on s'entend qu'il y a une diversité de causes aussi dans lesquelles on peut s'impliquer. Mais je pense que la raison pourquoi les gens se mobilisent en général, c'est parce qu'ils ont quelque chose à apporter. Ils voient un certain épanouissement aussi dans cette mobilisation-là. Donc, je pense que le plus que tu te retrouves dans un groupe ou dans un groupe affinitaire qui partage et avec qui tu te mobilises et qui te soutiennent et qui sentent et que tu sens que justement tu arrives à amener tes capacités, tes talents à l'intérieur de cette mobilisation-là, bien, le plus que tu vas vouloir continuer à t'impliquer, puis le plus que aussi ça te donne une force et une énergie de le faire à long terme, tu sais. Parce que si tu te mobilises pour une cause, puis que c'est lourd, puis que c'est de plus en plus comme ardu comme travail, bien, ça finit par créer des stress, créer des problématiques qui fait que tu n'as juste plus envie de te mobiliser. Puis on s'entend que la plupart de la mobilisation qu'on fait, elle est bénévole. Donc, elle doit être à quelque part bénéfique pour nous aussi. Tu sais. Es-tu d'accord avec ce qu'elle vient de dire? Est-ce que... On a travaillé dur! Oui, tout à fait. Parce que, en fait, elle a bien illustré, tu sais, la mobilisation, ça passe d'abord par soi. On peut pas mobiliser quelqu'un qui ne veut pas l'être. Fait qu'on va se mobiliser pour une cause à laquelle on croit. Puis souvent, on va croire à des choses qui, selon nous, vont faire que la collectivité va se porter mieux. Mm-hmm. Puis on peut pas se mobiliser tout seul. Tu sais, tu peux pas être le chef de ta gang. Puis dans ta gang, être un. T'es pas une gang. Ça fait pas des parties de bureau ben le fun. Non. Puis justement, en parlant de chef, où est-ce que dans un groupe, où est-ce qu'il y a souvent une hiérarchie ou est-ce qu'il y a un chef, bien, c'est quelque chose que moi, je crois qui est vraiment à déconstruire parce que le plus qu'on arrive à être égal dans notre groupe, le plus qu'on arrive à être un groupe autonome, puis où est-ce qu'on reconnaît les forces de chaque personne. On n'est pas en train de dire il y a une personne qui est meilleure pour nous et qui va l'aider, puis que nous, on va juste suivre. Ça recrée, à mon avis, des schémas qu'on voit beaucoup dans la société qui sont nocives. Ce qui suit beaucoup un système de politique, mettons la politique municipale ou la politique fédérale ou provinciale qu'on voit, c'est un système très hiérarchique qui fait que, bien, si tu es au bas mettons, dans la mobilisation de cette pyramide-là, puis que tu as envie de contribuer pour ton parti et tout, mais ce que tu as à dire ou ce que tu apportes est rarement vraiment considéré dans l'ensemble, tu sais. C'est rare de voir un premier ministre remercier chacun de ses bénévoles après avoir gagné une campagne, tu sais. On pourrait se mettre ça assistant. On pourrait se mettre ça. Mais cependant, Lisa, il doit y avoir un processus décisionnel quand même organisé, là. Je veux dire, pour des petites organisations, puis je fais beaucoup d'implications communautaires aussi, quand tu as peu de personnes, une vingtaine, une trentaine, c'est possible de considérer chacun des points de vue, chacune des aptitudes. Mais quand on parle d'une grande organisation, quand on parle de quelque chose de plus longue haleine, ça prend quand même un processus décisionnel qui est plus que linéaire. Il faut qu'il y ait quand même certains échelons, non? Mais plus ou moins. Je pense que c'est quelque chose que, oui, en effet, peut-être on n'est pas rendu encore à complètement déconstruire, mais il y a une ville en France qui, ça reste que c'est 1000 quelques habitants, mais qui se sont quand même auto-élus, tu sais. Ça fonctionne par démocratie participative, puis ça y va vraiment par rapport à tes intérêts, tu sais. Fait que toutes les gens dans la municipalité sont impliqués, prennent des décisions dans la municipalité, mais s'impliquent dans les comités qui leur tiennent à cœur. Si toi, tu es plus porté vers l'éducation, mais tu t'impliques dans le comité éducatif, et de là, tu aides à prendre des décisions par rapport à l'éducation, et ainsi de suite, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment, justement, d'aller vers ce qu'on aime, ce qu'on connaît,
Parce que là, en ce moment, le problème aussi, c'est que nos ministres ne sont pas nécessairement des gens qui sont calés dans ces domaines-là non Mais plus. c'est pour ça aussi que au niveau des fonctionnaires, on espère que ce sera des ressources expertes. Puis là, sortons du cadre politique, là, mais mettons, dans peu importe l'organisation, je pense qu'on doit avoir des ressources expertes qui vont amener des points de vue, qui vont amener de l'information aux citoyens pour les aider à faire des choix. Parce que sinon, on se ramasse avec des gérants d'estrade ou tout le monde qui va aller avec des connaissances qui ne sont pas toujours justes ou qui peuvent diverger. Alors que si on a quelqu'un qui s'y connaît réellement dans un sujet, qui apporte de l'information, puis qu'après ça, les citoyens décident, là, je pense qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Mm-hmm. Mais c'est que beaucoup dans la mobilisation qu'on voit, justement, on met peut-être pas assez de l'avant, justement, ces experts-là, dans le sens que, comme, on a beaucoup plus des références vers des formes d'autorité, plus que des experts. Si tu regardes la lutte environnementale, dans la mobilisation citoyenne qui se fait vraiment au niveau local, bien, on va avoir des gens qui vont nous aider, justement, qui sont des scientifiques dans tel ou tel domaine, qui vont nous dire, bien, pour telle et telle raison, mettons, cet oléoduc-là n'est pas une bonne chose, tu sais. Mais pour le reste du monde qui se retrouve à l'extérieur de cette mobilisation-là, bien, elles vont beaucoup plus tendre à avoir une opinion par rapport à qu'est-ce que leurs maires vont dire, qu'est-ce que le maire comme de la ville. Mm-hmm. Oui. ce que les autorités vont dire par rapport à cet enjeu-là. Donc, je pense. Quand même. Moi, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus critique envers nos élus, puis qu'on va peut-être tenter à être un peu moins porté à les croire. Mais c'est l'impression que j'en ai. En fait, moi, je dirais envers toute forme d'autorité. Je lisais un très bon article aujourd'hui, justement, qui disait que dorénavant, on a besoin de voir le processus complet de réflexion. Comme quand on avait des cours de mathématiques à l'école, c'est bien d'avoir la bonne réponse, mais je ne veux pas simplement voir ta réponse, je veux voir ta démarche aussi. Et je pense que de plus en plus, comme on est capable de s'informer, comme on est capable d'avoir accès à des autorités partout, bien que on veut aussi faire partie du consensus puis du processus de réflexion. Ouais. C'est-tu quelque chose que tu retrouves sur le terrain quand toi tu t'impliques? Puis je pense que c'est de là la mobilisation, c'est de donner des possibilités concrètes, des actions concrètes pour remettre en question cette autorité-là. C'est que oui, en effet, il y a peut-être, beaucoup de personnes, je suis d'accord avec toi, qui sont critiques de l'autorité en général ou qui ne croient plus vraiment au système gouvernemental qu'on a en ce moment. Mais après ça, quelles sont les issues? Quelles sont les options? Comment est-ce que, justement, on va à l'encontre de ça? Où est-ce qu'on sent que notre parole citoyenne, elle a quelque chose à apporter? T'sais? Puis, il y en a je pense que c'est ça la mobilisation en soi, c'est de partir sur des sur des idées, sur des brainstorming, sur comment est-ce qu'on fait en sorte de devenir de plus en plus autonome en tant que citoyen, puis qu'on est de moins en moins liés ou obligés de respecter les décisions prises par nos autorités. Mais là, ça permet de poser une question plus spécifiquement reliée au comment. Quel vecteur est-ce qu'on choisit pour s'impliquer ou se mobiliser en tant que tel? Est-ce qu'on doit soi-même créer ses propres organismes? Est-ce que ça passe par une page Facebook ou est-ce que je dois absolument passer à travers un parti politique? Comment est-ce que je fais pour dire j'ai de l'énergie à mettre, je veux me mobiliser, mais avec qui je le fais? Mais je pense que c'est vraiment une diversité des tactiques. C'est choisir une cause. Choisir une cause qui, toi, te tient à cœur, pour laquelle tu dis, OK, là, ça n'a pas de bon... Ou je veux m'impliquer là-dessus, ou je veux faire changer certaines choses. Prenons mon exemple personnel. Moi, je pense que c'est vraiment important, oui, de s'impliquer dans son milieu, mais de ramener nos enjeux régionaux au national. Trop souvent, quand on va prendre des regroupements ou exemple des politiques, tout ça, ça va être des gens qui sont Québec, Montréal, la périphérie, et on oublie complètement les régions. Puis là, tu sais, si on veut sortir justement de notre isolement, parce que tantôt, moi, je crois pas qu'on est isolé, mais en même temps, il y a des facteurs qui peuvent faire qu'on est oublié. Je pense que c'est important de ramener nos enjeux au niveau national. Moi, j'ai siégé sur des conseils, mettons le conseil de l'environnement au Bas-Saint-Laurent. Bien là, j'étais rendue au national, puis je ramenais tout le temps. Pour moi, c'était important de toujours ramener les enjeux des régions. Parce que sinon, on se retrouve avec celui de Montréal, Québec, l'Estrie, puis... alors que tout l'Est est complètement oublié. C'est la même chose au niveau des chambres de commerce en ce moment. J'arrête pas de ramener des enjeux qui sont primordiaux pour nous.
Mais si nous, on n'est pas là pour faire ce travail-là, il n'y a personne qui va le faire pour nous autres. Mais je pense que c'est aussi une diversité, tu sais, autant qu'il y a des gens qui vont s'impliquer justement sur une base plus nationale, autant qu'il y a vraiment besoin d'un travail local. Puis c'est de là justement qui dépend vraiment de comme vers quoi est-ce que tu as envie, comme tu as mentionné, vers quelle cause tu as envie, mais après ça aussi, comment est-ce que tu as envie de se donner dans cette mobilisation-là? Est-ce que tu as envie de rester autour de toi parmi les gens qui sont proches de toi? Est-ce que tu as envie d'aller justement rencontrer des gens à une échelle plus nationale? Est-ce que tu as envie d'utiliser l'art comme forme de mobilisation? Est-ce que toi, tu es penché vers des textes plus scientifiques? Est-ce que, tu sais, ça dépend vraiment de comme, qu'est-ce qui nous intéresse? Puis aussi de respecter les opinions divergentes des gens, tu sais. Je pense que comme on a vraiment une tendance dans la gauche, dans les mouvements organisationnel, en tout cas ce que je vois beaucoup, c'est que bien, au lieu de se tenir ensemble dans la gauche, on a la tendance à se critiquer et à se rabaisser entre nous, parce que c'est dire, bien, toi tu penses pas exactement comme moi, donc je te rabaisse, au lieu de prendre cette énergie puis la focusser vers contre qui tu luttes pour vrai, tu sais. Fait que je pense que comme il y a des choses qui nuisent à notre mobilisation en tant que différents groupes, où est-ce qu'on pourrait beaucoup mieux faire des liens puis des associations ensemble, puis de créer vraiment un front plus fort ensemble. Sauf que là, tu dis à peu près deux choses différentes, cependant, Lisa. C'est que d'un côté, tu dis trouver la manière d'interpréter puis d'exprimer votre mobilisation, quelle que soit la cause, puis la cause qui vous intéresse. Mais d'un autre côté, tu veux qu'il y ait un front un peu plus uni ou un peu plus cohérent entre les divers types de mobilisation. Ça fonctionne? Cohérent, ça veut pas dire que tu es obligé de tout être ensemble tout le temps puis de faire tout ça ensemble. C'est de respecter que, OK, toi, tu fais ça, moi, j'aurais pas fait ça. Moi, j'aurais pas décidé de le faire de telle ou telle manière parce que je suis différente, mais je respecte ça. T'sais. Je respecte et je vais pas publiquement ni autour de toutes les autres, avec tous les autres groupes, dénoncer puis dire ce que tu fais, c'est pas bon. T'sais. Puis c'est ça qu'on fait, parce qu'on est quand même facile, on est facilement apporté à critiquer les autres parce que c'est le fun, parce que ça permet de relâcher de l'attention, mais en même temps, c'est nuisible à nos mouvements. Puis je pense que c'est comme, oui, de définir, puis de vraiment définir ta mobilisation avec les gens qui ont envie de participer à la même mobilisation que toi, mais de aussi respecter le travail que d'autres personnes font qui vont dans le même sens aussi, tu sais. Mais depuis tantôt qu'on parle de la mobilisation pour dénoncer ou pour... Mais tu sais, il y a d'autres types de mobilisation aussi. Tu sais, au Québec, notre société n'est pas construite comme ça, mais si on regarde beaucoup dans le Canada anglophone ou même aux États-Unis, le bénévolat est très fort. Les sociétés, les communautés sont ralliées autour de causes, aider au niveau de la pauvreté, la bibliothèque, les grandes corvées, tout ça. Nous, au Québec, on est beaucoup moins comme ça. On se retrouve, quand on a besoin d'argent, souvent, on se retrouve vers le gouvernement, puis les autorités locales, puis on quémande de l'argent, si on veut, tu sais. Alors que là, ils sont organisés, sont mobilisés autour de leur communauté. J'ai l'impression que le sentiment est peut-être un peu plus fort que nous, on a. Je ne remets pas en cause notre générosité et tout ça, mais le modèle de société est différent, tu sais. As-tu l'impression qu'il faut cependant passer par des systèmes qui sont déjà organisés? Parce que tu as dit que ton implication personnelle s'est faite à travers des institutions qui étaient déjà bien en place. Ouais. Alors que, Alissa, tu y vas d'un autre sens où tu dis que il y a une individualité qu'il faut exprimer à travers sa mobilisation. Puis au passage, peut-être qu'on va trouver d'autres électrons libres qui pensent suffisamment comme nous. Il y a de la place pour les deux. Il y a de la place pour les deux? Ben oui, tout à fait. Mais as-tu l'impression que tu aurais accompli autant si tu n'avais pas eu l'institution qui était déjà en place? Supposons, en fonction de ce que tu as fait toi-même, ce que tu as posé comme moi, en fait, j'ai action. choisi d'utiliser des canaux qui étaient déjà en place. J'ai fait aussi des choix dans ma vie professionnelle en disant, OK, je suis capable d'utiliser ce canal-là pour faire passer tel message ou pour aller. Mais en même temps, dans le quotidien des gens, je pense que la mobilisation ou l'acte de donner soi-même à quelqu'un va beaucoup plus rapporter, c'est plus gratuit, puis ça rapporte plus. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait dans le cadre de sa vie professionnelle ou c'est quelque chose que l'on doit absolument faire en parallèle?
Ou est-ce que les deux peuvent se rencontrer? Mais c'est ça, c'est que la mobilisation, c'est tellement large, tu sais, ça peut tellement se faire de manière différente, puis c'est pour ça que comme un n'est pas meilleur qu'un autre, ou peu importe, c'est juste que oui, en effet, le travail salarié, à mon avis, c'est rare, les opportunités où est-ce que tu peux t'impliquer, puis aussi, quand il y a ces postes-là, ils sont énormément genre, déjà sollicités. Il n'y a pas énormément d'opportunités pour avoir un travail rémunéré et aussi sentir qu'on s'implique vraiment beaucoup à 100% dans notre communauté. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ça qui se fait bénévolement parce qu'il n'y a juste pas d'argent qui est mis dans ces programmes-là en général. Fait que c'est ça, mais en même temps, ça dépend. Qu'est-ce qui t'amène à te mobiliser? Qu'est-ce qui a créé cette étincelle-là? Puis après ça, qui est-ce que tu rencontres? Quelle lutte est-ce que tu as envie de faire? Puis après ça, moi, ce que je trouve qui est la base, c'est vraiment de se sentir valorisé à travers ça, de ne pas se sentir utilisé à travers ta mobilisation, mais que ça va te nourrir et donc que tu as envie de faire ça dans le long terme. T'sais. Parce qu'on a besoin de faire attention aux gens qui se mobilisent parce que justement, ça peut être lourd. T'sais. Ça peut être lourd, puis on a vraiment, vraiment besoin de faire attention autant à sa santé mentale qu'à sa santé physique à travers ce processus-là de se donner aux autres autant. Qu'est-ce qui arrive si, supposons, j'aime l'idée de me mobiliser, mais j'ai pas ce feu sacré-là? Parce que là, je suis assis avec deux personnes qui ont quand même une certaine passion pour des champs d'expertise spécifiques. Mais qu'est-ce qui arrive quand je veux me mobiliser, mais je ne sais pas quoi choisir? Mais est-ce qu'il y a une cause sur laquelle qui est venue te chercher dernièrement? Mais je parle pas de mon cas spécifiquement, non, mais ça arrive. Parce que là, j'ai deux personnes qui ne sont pas peut-être représentatives de l'entièreté de la population. Vous avez quand même des passions personnelles qui fait que vous avez fait des choix à divers moments, de poser des gestes, de vous joindre à des communautés. Mais si moi, à la maison, j'ai envie de vivre cette gratification-là, de l'implication sociale, mais j'ai pas ce feu sacré-là, est-ce que je suis encore capable de me mobiliser? Mais je pense que tout le monde, à quelque part, a ce feu sacré-là parce que c'est clair qu'il y a une cause qui vont les toucher. Simplement par le fait que cette personne-là a clairement vécu des problématiques aussi dans sa vie. Il y a une personne qui n'a jamais vécu aucun problème dans sa vie. Et donc, va déjà pouvoir se rattacher à quelque chose qu'elle a vécu personnellement. Tu sais, la mobilisation, là, c'est pas nécessairement sortir dans la rue avec des pancartes puis dénoncer quelque chose. Là. La mobilisation, ça peut être aller porter des repas, de la popote roulante à des personnes tu sais, âgées. Ça peut être... tu sais, c'est très, très large. Là, aller faire du bénévolat dans une vente, aller monter les paniers de Noël. Tu sais, ça peut être une fois par année pendant... 3 heures, là, tu sais, c'est très, très large. À sortir de son isolement, tu sais, le plus que tu vas t'impliquer aussi, le plus que, justement, tu vas voir d'autres personnes et donc toi-même, tu ne seras pas isolé. Mais ça dépend tout pour la personne, qu'est-ce qui va les allumer, qu'est-ce qui va créer cette étincelle-là. Ça peut être autant une cause, comme là, on voit beaucoup de monde se mobiliser contre Énergie SD Trans-Canada parce que c'est une cause qui vient les chercher. Il y a comme quelque chose autour de ça qui rassemble énormément de gens dans la population autour de cette lutte-là. Mais sinon, après ça, comme sur une base plus, tu sais, de la popote roulante ou n'importe quoi d'autre, il y a plein de choses dans ta vie qui peuvent faire en sorte que tu as tout d'un coup une envie de te mobiliser. C'est difficile de forcer quelqu'un à se mobiliser, Puis c'est pas parce que quelque chose mobilise aujourd'hui qu'il va mobiliser demain. Tu sais, je veux dire, quand on a commencé à parler des parcs éoliens, tu sais, il y avait beaucoup plus d'inquiétudes. Là, maintenant, les gens sont beaucoup plus informés. Quand on parle de projets de parcs éoliens, les gens s'informent un peu, mais rapidement, tu sais, on sent plus, il n'y a plus de groupes qui se mobilisent autour de ces projets-là, tu sais. Bien, Karine, Lisa, merci beaucoup. Comme quoi, la mobilisation, on peut le faire selon ses propres termes, en équipe ou seul, de telle manière. Ce sera à vous de choisir, mais au moins, il y a les opportunités qui vous attendent et qui vous permettront de jouer un rôle social quand même assez important. Dans un instant, la chronique culturelle avec Alexandre Villeneuve-Simard. Cet épisode de La Meute vous est présenté par Saint-Hubert. Notre mission, livrer du bonheur. Le café L'Innocent, le plus bio, le plus local, toujours plus pour notre région. Comme à chaque épisode de La Meute, on a une chronique culturelle. Et pour cet épisode, c'est Alexandre Villeneuve-Simard qui nous rejoint. Bonjour.
3 sujets, Encore. comme à ton habitude. On va débuter avec Paul. Paul. Paul, qui est dans le Nord, qui est à Québec, mais qui est surtout en livre. Oui! Bien, dans le fond, il y a eu la sortie du film Paul à Québec avec des comédiens comme François Letourneau, Julie Le Breton, Gilbert Scott, Louise Portal. C'est vraiment... Je ne l'ai pas vu encore, là, mais moi, je me souviens d'avoir lu Paul puis d'avoir été marquée par la lecture de la BD. J'ai amené des livres parce que, bon, ben il y a le dernier livre de Paul Dans le Nord qui est sorti. Ça fait longtemps quand même que j'ai lu ça, sauf que je me souviens toute la sensibilité que ces livres-là, ces BD-là, en fait, m'ont apporté. Puis c'était comme la première fois que j'étais touchée puis que je braillais en lisant des BD. À ce point-là? Je te jure. Plus que pour Bully Bill? Oui. Oui, quand même. Qu'est-ce qui fait que Paul, qu'il soit à la pêche dans le Nord ou bien en appartement, qu'est-ce qu'il vient de chercher plus qu'une autre BD, alors? C'est le réalisme, la simplicité dans laquelle c'est écrit, c'est les images, c'est tellement nous, c'est tellement un portrait... Paul, on peut le reconnaître, tu sais, dans nous, dans des gens de notre entourage. C'est ça. Il y a un réalisme fou dans ces BD-là, à travers l'imaginaire des images et tout ça, évidemment, mais c'est vraiment touchant. Fait que je voulais absolument en parler parce que oui, il y a le film, mais il y a les livres, puis je pense que ça vaut la peine de se plonger dedans. C'est des lectures qui sont faciles. C'est des images, c'est des courts textes. On peut en lire une partie puis s'arrêter. Puis moi, je me souviens qu'avec ces BD-là, j'avais rallié des gens qui n'avaient pas l'habitude de lire, en fait, en bibliothèque. Donc, je leur proposais toujours des Paul. C'était comme, ben, vous aimez pas lire, lisez Paul. Puis, voilà. J'aime ça. Donc, je voulais vraiment parler de ça parce que c'est une œuvre littéraire que j'adore. Surtout quand on parle de BD, on fait pas souvent l'éloge de la BD québécoise, Non. alors qu'il y en a beaucoup plus qu'on le pense. Et c'est Vraiment. une belle manière d'apprendre à découvrir Moi, l'univers. personnellement, je lis beaucoup, puis la BD, c'était un domaine que je connaissais pas. Puis Paul, ça a été comme le début de la découverte de la BD, pour moi. Deuxième sujet, café communautaire. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre sur le sujet? Bon, c'est pas régional, on s'en va à Alma, c'est un portrait d'un café communautaire, l'Accès, que ça s'appelle. Pourquoi je veux parler de ça? Parce que de plus en plus, je pense qu'il faut se pencher sur l'accessibilité autant en loisirs qu'en culture, parce que la culture, ça fait aussi partie du milieu. Ça peut être coûteux pour une certaine partie de la population. Éventuellement, à Rivière-du-Loup, on va avoir le projet Accès loisirs, oui, c'est ça, qui va se greffer. Éventuellement, j'aimerais en parler plus en profondeur, sauf que le café communautaire, l'Accès à Alma, c'est un café, il n'y a pas de prix, en fait. Tu peux aller manger, puis tu donnes ce que tu veux. Okay. Donc, autant que les gens qui sont dans le besoin, que les gens qui sont aisés peuvent y aller, puis payer comme ils le peuvent. Donc, je trouve que c'est une formule qui est intéressante, puis je trouve que c'est une formule qui a un potentiel de se développer à ce qu'il y ait des soirées spectacles. Puis justement, bien, il y a des gens qui peuvent payer 20$ le billet, puis il y en a qui peuvent le payer 2$, ou il y en a qui ne peuvent pas le payer. Il y a une espèce de concept aussi d'échange de services. Donc, tu viens faire du bénévolat au café, tes repas sont payés, ou ce midi-là, tu ramasses les assiettes sur les tables, puis ben, tu as ta soupe, ta salade, parce que tu n'as pas les moyens de le faire. Puis, dans l'article que j'ai lu, il y avait un monsieur qui témoignait que lui, ça faisait comme 10 ans qu'il était isolé, enfermé chez lui. Puis que grâce à ce café-là, il a recommencé à sortir, à socialiser, à s'intéresser à ce qui se passait dans sa ville. Donc, pour moi, c'est ça, c'est l'accès à la culture. Oui, là, on est plus dans le social, mais je vois Un potentiel. Ouais, un potentiel d'accessibilité à la culture, évidemment, pour tout le monde. Moi, j'ai connu justement un café qui était dans le même concept quand je vivais en Outaouais, où justement tu rentrais et tu payais en fonction de tes moyens. Wow. Et surprenamment, ça créait un milieu où tu avais des gens de toutes sortes qui venaient de partout. Puis tu finissais par très bien manger, par rencontrer du monde, mais aussi
par payer ta juste part. Donc, ça démocratise non seulement la bouffe, mais en plus, Ouais. ça démocratisait un lieu où tout le monde pouvait se rencontrer. Oui, C'est puis ça toujours des belles mélange réussites. les milieux, en fait, aussi. Oui. Donc, ça mélange les classes. C'est ce que je trouve vraiment intéressant dans ce projet-là. Je trouve ça touchant. Pour moi, c'est hyper important, l'accessibilité au niveau de la culture, au niveau de n'importe quoi. Donc, c'était super important pour moi d'en parler aujourd'hui. Et finalement, troisième sujet, alors que ta chronique oui. culturelle passe tranquillement, le cabaret Kerouac. Qu'est-ce Qu'est-ce que ça? Cabaret Kerouac, c'est vraiment difficile de définir c'est quoi, tu sais, parce qu'à chaque fois que tu y vas, c'est tout le temps différent. Cabaret Kerouac, d'abord, c'est initié par un OBNL qui s'appelle Sparage, qui est un OBNL qui soutient les initiatives culturelles. Ils ont comme 3 trucs, là, théâtre, littérature, art médiatique. Dans le fond, tous les artistes ou les gens qui ont envie d'initier un projet, la Ligue de slam, c'est supporté par Sparage. La Ligue d'improvisation estivale, c'est supporté par Sparage. Puis le Cabaret Kerouac, c'est un espèce de micro ouvert, mais programmé. Là. Donc, on mentionne aux responsables de Sparage qu'on a envie de faire un numéro, par exemple, mais c'est varié. Danse, chant, cinéma, lecture. Tu n'as pas besoin d'être un artiste. Ça va au-delà de la performance, ça va dans le partage. J'ai assisté au Cabaret Kerouac Halloween. J'ai ri aux larmes. Il y avait des numéros tout en humour, des numéros aussi qui étaient super touchants. Puis, je me suis... l'année passée, il y avait la grand-messe Sparage. Puis cette année, elle est de retour le 28 décembre 2015. Évidemment, ça se passe à l'EMAC, à l'École de musique Alain Caron. La grand-messe, c'est le concept de Noël avec des numéros diversifiés de des gens comme toi puis moi qui pourraient... Supposons. Oui, On préfère un tandem. On préfère un numéro ensemble. Ben oui. Je te mets au défi. Parfait. Et je me souviens, l'année passée, quand on a fait la communion, au lieu d'avoir un hostie, on avait de la pizza. C'est beaucoup plus calorifique, cependant. Oui, mais c'est tellement Noël, la pizza. C'est vrai? Non. Non, mais dans le fond, c'est que c'est des moments de partage qui sont précieux, où les gens de la communauté participent. On peut être membre de cet organisme-là au coût de 5 $ annuellement. On peut aller se procurer ou adhérer, devenir membre à l'Agence MAD au 281 rue La Fontaine. Donc, un maigre 5 $ pour supporter les initiatives culturelles qui, c'est pas toujours facile dans un milieu. En effet. Ouais. Et le Cabaret Kerouac est une belle représentation de ça. Et sais-tu, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, parce que je suis allé le voir. Ben moi oui, aussi, on s'est vu. on s'est vu là-bas. C'était le fait qu'il n'y avait pas de complexe. Tout le monde est très accueillant, très chaleureux. On accepte toutes les prestations et on rit à gorge déployée. Donc, pour le prochain, c'est une invitation. Venez profiter de ce bel événement-là. Le Cabaret Kerouac, c'est unique en son genre. Ça vaut la peine, ça vaut le détour. C'est déjà tout. Merci, Alexandre, pour cette chronique culturelle. Ça fait plaisir. Ça met fin à cet épisode de La Meute et je vous dis à la semaine prochaine.